Bien, bienvenue. Merci de vous être déplacé ce matin, de si bon matin. Donc, Maude Fréchette, associée fondatrice chez Ulex, avocat et stratège. Frédéric Letendre, avocat fondateur chez avocat Ulex. Même chose. Okay? Au masculin. Okay? Chez nous, on a des genres. Bon. Tellement de mauvaises blagues. Mais bon. Ce matin, on va vous parler donc d'enjeux numériques dans le contexte de commerce électronique et également d'environnement numérique au sens large. Les succès numériques visent bien sûr le commerce électronique, mais également la migration des entreprises, je dirais, traditionnelles vers des outils ou des supports numériques. Et c'est ce qu'on va aborder ce matin. Vous comprendrez que, compte tenu du temps alloué, on passe à la vitesse de la lumière sur chacun des sujets. On a essayé de trouver les sujets, pas nécessairement les plus intéressants, mais des sujets pour lesquels les gens nous posent souvent des questions et pour lesquels on a identifié des problématiques. On va vous faire donc 5 sujets ce matin, une dizaine de minutes par sujet. Et je vais vous demander de garder vos questions pour la fin. Compte tenu que c'est web diffusé, ça va être plus facile si c'est comme ça et ça va être plus fluide pour les gens dans le Québec et le reste de l'univers. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va couvrir ce matin? Comme je le disais, 5 sujets. Les licences de contenu sur le web, je vais vous expliquer tout à l'heure. La loi sur la protection du consommateur. On va vous parler également des concours que vous pourriez organiser, notamment via les médias sociaux. La vie privée, collecte de données et enfin, des moyens de protéger votre présence web. Licence de contenu sur le web. Qui ici a un site web? Okay. Qui a des photos sur son site web? Donc, pour le reste de l'univers, je constate que c'est la majorité de la salle qui a un site web et des photos sur son site web. Où avez-vous pris vos photos? Sur le web? Travail? Vous avez fait des photos vous-même? C'est vos photos? Avez-vous pris des photos sur le web, des banques de données ou autres? Oui? OK. Donc, la société qui fournit le site web. Donc, il y a donc dans l'assistance des gens qui ont créé leur propre contenu, on va parler de photos, et d'autres qui sont allés chercher les photos ailleurs, donc qui n'en sont pas nécessairement propriétaires. Et ça serait vrai pour des images, photos, dessins et autres, des vidéos, de la musique, des sons, des bruits, peu importe. Tout ce que vous pouvez aller chercher sur le web, ce n'est pas nécessairement gratuit. Ce n'est pas nécessairement disponible, ça vous prend une autorisation qu'on appelle une licence. Il y a essentiellement 2 types de licences. Encore une fois, je passe très, très rapidement. Les licences payantes et les licences gratuites. Donc, vous voulez une image, une photo pour votre site web. Vous pouvez aller sur des plateformes, par exemple, comme Getty Images, iStock ou Pixabay ou d'autres, qui offrent aux consommateurs comme vous la possibilité d'utiliser leurs photos. Les Getty, les iStock ont une section payante, c'est-à-dire qu'en fonction de l'utilisation que vous voulez faire du vidéo ou de la photo, vous allez devoir payer un montant X. Et on va jusqu'à l'autre bout du spectre, ici, où on tombe sur des sites type Pixabay, où les photos sont gratuites. La licence vous permet de faire certaines choses avec les photos, mais gratuitement, contrairement à Getty, qui est à l'autre bout du spectre, qui, elle, fournit des photos payantes. Okay? Une des licences qui existent en matière de contenu gratuit, c'est ce qu'on appelle les Creative Commons. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ce mot-là ou cette expression, Creative Commons? Donc, c'est un type de licence qui vous permet d'utiliser des contenus, par exemple des photos, gratuitement à certaines conditions. Et là aussi, à l'intérieur de ces licences, il y a un spectre d'utilisation qui va de utilisation gratuite, mais plus restreinte. Il faut laisser le nom de l'auteur.
Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec. Vous ne pourriez pas les modifier jusqu'à l'autre bout du spectre. Et c'est ce que j'ai indiqué ici, CC0, donc Creative Commons 0, où vous pouvez ne pas indiquer le nom de l'auteur, vous pouvez modifier la photo comme vous le voulez, vous pouvez l'utiliser à des fins commerciales, okay? Mais évidemment, vous ne pourrez pas vous approprier la photo. Vous ne pourrez pas dire « je suis le photographe, la photographe de cette photo ». Okay? Donc, vous avez une autorisation. Donc, faites très attention. Ce que je viens de vous expliquer pour les photos, c'est vrai pour des vidéos, de la musique, des sons, des textes. Peu importe les contenus, si vous n'en êtes pas l'auteur, vous allez devoir, évidemment, obtenir l'autorisation de l'auteur, soit via des plateformes, soit directement auprès de l'auteur. Les questions à la fin, s'il vous plaît. Notez-les. Là, je viens de parler du droit d'auteur, donc le droit de propriété dans l'œuvre qui est la photo, le texte, la musique. Mais prenons maintenant, et ça s'applique plus aux photos, ça peut s'appliquer au son dans une certaine mesure, mais je vais garder mes exemples en matière de photos. Si vous utilisez une photo sur votre site Web, dans vos médias sociaux, sur vos plateformes de commerce électronique, peu importe, si vous utilisez une photo où on peut reconnaître quelqu'un, donc c'est un portrait ou un gros plan, où il y a deux de vos employés ou deux de vos partenaires qui sont dans une situation de travail X, okay, et on les reconnaît très, très bien. Il faut faire attention parce que le Code civil du Québec prévoit que toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Et ça s'applique à son nom, son image, des ressemblances, et sa voix également. Donc, ça va s'appliquer à un message que quelqu'un aurait pu vous laisser sur une boîte vocale ou un enregistreur audio qu'on fait de la personne. Okay? Je vous donne un exemple de limite chez Getty, qui est une banque de photos. Ce qu'on vient dire en matière de droit à l'image, c'est qu'on ne peut pas utiliser des photos où on reconnaît quelqu'un, okay? À certaines conditions. Donc, pas d'utilisation sensible sans avertissement. Si vous utilisez du contenu comportant des modèles ou une propriété en lien avec un sujet qui ne serait pas flatteur, et là, l'article continue, vous voyez, on tend à protéger la personne d'un côté et surtout ne pas associer cette personne-là qu'on retrouve sur la photo à une utilisation ou un commerce ou un service que la personne qui est représentée sur la photo n'aurait pas autorisé ou qui pourrait être diffamatoire ou dégradante. Okay? Donc, utilisation de photos sur le web, en résumé, deux choses. Droit d'auteur, faire très attention, vous devez avoir les droits, généralement via une licence. Si vous engagez un photographe et qu'il n'y a pas d'entente particulière signée entre les deux, le photographe va demeurer propriétaire des photos, même si vous le payez. Et deuxièmement, si vous utilisez des images où on reconnaît quelqu'un, vous devrez obtenir l'autorisation de cette personne-là avant d'utiliser son image. Voilà. Des questions? Oui, j'avais une question. Moi, j'utilise beaucoup les sites comme vous savez, Unsplash. Oui. OK. OK. Pour ceux qui ne sont pas dans la salle, je vais répéter la question. Donc, la question est, si on utilise beaucoup de photos sur des sites type Pixabay, peu importe le site, si vous allez chercher une photo sur un site quelconque, vous n'avez pas nécessairement de preuve que cette photo-là vient de ce site-là et que l'utilisation de cette photo-là est associée à une licence XYZ. C'est ça la question? Parfait. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Une des bonnes pratiques, ce serait, par exemple, de garder toutes les images que vous utilisez, soit de les monter dans un fichier Excel ou carrément sur votre serveur, peu importe, et de les associer à la banque de photos où vous les avez trouvées. Okay? Donc, vous montez un dossier Pixabay, puis vous mettez toutes vos photos Pixabay. Pixabay, c'est généralement la licence CC0. Ça va assez bien. Si vous payez pour une photo, Getty, iStock et compagnie, vous allez recevoir une facture et vous dire quelle utilisation vous avez à faire. OK? Dernière question, malheureusement, le temps file. Oui? Si on prend une photo avec quelqu'un, on
cette autorisation-là, ça doit être verbal ou ça doit être signé? Idéalement écrit, parce que la mémoire est une faculté qui oublie. Et dans 3 ans, si la personne vous aime moins qu'au moment du prise de la photo, peut-être qu'elle peut vous causer des problèmes. Mais si c'est dans un événement comme celui-là... Bon, évidemment, il y a toute une série d'exceptions. Il y a un jugement de la Cour suprême au complet sur cette question-là qui fait plusieurs pages. Fait que, bon, puis on va écrire une maîtrise au complet. Vous viendrez me voir pour les exceptions. OK? Oui, très rapidement. C'est partout où on peut reconnaître quelqu'un. Donc, vous me filmez aujourd'hui et vous le diffusez sur votre site Web. Je ne vous ai pas donné la permission de l'utiliser sur votre site Web. Vous utilisez ma voix, mon image, il y aura un problème. Mais moi, c'est le contraire. J'avais passé à l'émission d'étudier les autres. J'ai ce cassette-là. Donc, je ne peux pas le mettre sur mon site Internet parce que j'imagine que ça appartient à Radio-Canada. Peut-être, vous viendrez me voir après. OK? Voilà. Donc, je vais passer maintenant la parole à Maude qui va vous entretenir de la loi sur la protection du consommateur en lien avec le commerce électronique. Merci. Donc, excusez-moi, le sujet qu'on va parler, en fait, c'est la loi sur la protection du consommateur. Vous avez, certains d'entre vous, levé la main en disant que vous aviez un site Web. Est-ce que c'est un site Web pour vendre à des consommateurs que vous avez? Vous? Sinon, c'est du B2B? À d'autres entreprises aussi. Il y en a que c'est pas si clair. Bon, dans tous les cas, en fait, la loi sur la protection du consommateur va s'appliquer vraiment à des ventes, ça le dit, à des consommateurs. Donc, si vous faites du B2B, c'est à ce moment-là le régime du Code civil du Québec qui va s'appliquer dans la plupart des cas. C'est pas ça qu'on va aborder. Là, on va parler strictement des consommateurs. Donc, il y a la LPC que vous connaissez certainement là, qui prévoit comment vous pouvez faire des ventes sur Internet. Il y a une section complète, en fait, sur les contrats qui sont conclus à distance. Donc, les contrats qui sont conclus sur Internet sont soumis à des règles particulières en vertu de la loi sur la protection du consommateur. Premièrement, la loi a un impact sur la structure de votre site Web. Vous devez, quand vous faites la conception de votre site Web, parler à votre concepteur de ces dispositions-là, parce que souvent, votre site Web va être monté et ça va être difficile de revenir en arrière pour le refaire. Ce à quoi il faut penser, c'est qu'au Québec, on ne peut pas avoir un système comme Amazon, le One-Click. C'est interdit de par la loi. Le consommateur doit pouvoir voir toutes les informations relatives au bien qu'il va acheter, le prix complet du bien, toutes vos coordonnées, donc votre adresse, numéro de téléphone, le courriel pour rejoindre les services à la clientèle. Ensuite de ça, le consommateur, lorsqu'il voit votre bien et qu'il le met dans son panier d'achat, il doit pouvoir avoir la possibilité de corriger le panier d'achat. Donc, de dire « Ah, j'ai cliqué sur 2 chandails, j'en voulais qu'un », donc de corriger le montant. Amazon, pour ceux et celles d'entre vous qui avaient un compte, vous avez peut-être, tout comme moi, déjà cliqué par erreur one-click, puis là, oh, la commande est partie. Au Québec, ça ne se peut pas. Vous devez absolument pouvoir corriger le panier d'achat. Ensuite de ça, vous devez indiquer comme entrepreneur des informations qui sont pertinentes à la vente. Donc, premièrement, est-ce qu'il y a des garanties associées au bien? Je vais en reparler. Il faut indiquer au niveau de la livraison qui sera le transporteur et quel est le délai qu'on peut prévoir là, pour la livraison du bien. Donc, si vous livrez avec Post Canada, il faut l'indiquer. C'est UPS, il faut l'indiquer. Si vous n'êtes pas sûr, ça ne fonctionne pas. Ce qui est super important, en fait, c'est de respecter toutes ces informations, ces critères-là qui sont prévus par la loi, parce qu'autrement, le consommateur pourrait demander la résiliation de la vente. Donc, pourrait demander à annuler le contrat. Et lorsque le bien est déjà rendu chez le consommateur, c'est un petit peu plus compliqué quand même de récupérer votre bien. Ensuite de ça, au niveau du paiement, bien, sur le site, si vous n'êtes pas familier avec ça, il y a la rétrofacturation. La rétrofacturation, c'est que si un consommateur paye par carte de crédit, d'ailleurs, un petit aparté, c'est que tant que le bien n'est pas livré, la seule façon de livrer un bien à un consommateur, de le faire payer avant la livraison du bien, c'est par carte de crédit. Vous ne pouvez pas exiger un virement bancaire, admettons, parce que le consommateur n'aura pas la possibilité de faire une demande de rétrofacturation. Donc, je reviens à la rétrofacturation sur cette grande parenthèse. La rétrofacturation, c'est qu'un consommateur qui n'est pas satisfait d'un bien que vous lui aviez livré peut appeler Visa, Mastercard pour dire « Oh, toi, compagnie de carte de crédit, je ne suis pas satisfait du bien ». À ce moment-là, la compagnie de carte de crédit peut rembourser le consommateur. Évidemment, les compagnies de carte de crédit sont là pour faire des sous. Ils vont vous appeler, ils vont vous dire « Bien, on a dû rembourser le consommateur » et ils vont vous demander de rembourser la compagnie de carte de crédit. Si ça arrive une fois, ça va. 2 fois, ça va. Si ça arrive 10 fois dans une année, 100 fois dans une année, la compagnie de carte de crédit va évidemment couper votre compte parce que vous êtes une entreprise à risque.
Et ça, je vous dis, ça arrive malheureusement souvent. Il y a des gens qui sont quand même experts là-dedans. C'est très important aussi, je vais essayer de ne pas tomber sur la table, c'est très important aussi de transmettre le contrat au consommateur une fois que le bien est acheté. Comment ça fonctionne, la transmission du contrat? Bien, ça peut être tout simplement une confirmation par courriel des termes et conditions de la vente. Au niveau des garanties, le Code civil prévoit déjà des garanties, que ce soit du B2B ou du B2C. Évidemment, le bien que vous vendez doit servir à l'usage auquel il est destiné. Vous vendez un frigidaire qui est chauffant, ça ne fonctionne pas. Ceci dit, il faut que ça dure aussi d'une durée de vie qui est normale. Vous vendez un frigidaire qui, après 2 semaines, ne fonctionne plus, ça ne va pas. Après 15 ans, on peut considérer que ça va. Il y a aussi des garanties contractuelles que vous pouvez ajouter. Et là, faites attention, vous, comme entrepreneur, souvent, ce qu'on va voir, c'est des entrepreneurs qui vont dire « Ah, moi, je donne une garantie supplémentaire de 2 ans sur le bien que j'ai vendu. » Admettons, je vends une tablette électronique, je vais donner 2 ans. Arrimez-vous avec votre fournisseur, parce que peut-être que le fournisseur duquel vous êtes, duquel vous avez reçu le bien vous-même vous donne une garantie seulement d'1 an. Est-ce que vous êtes à risque après pour la période? Probablement. Si vous donnez une garantie supplémentaire à la garantie que vous avez vous-même, vous êtes à risque. Donc, pensez à vérifier vous-même quelles sont vos protections. Ceci dit, si vous offrez des garanties, vous devez les indiquer sur votre site Web, dire, bien, voici, je vous offre une garantie d'1 an, puis comment ça fonctionne pour le retour. Évidemment, si le bien est brisé lors de la réception, en tant qu'entrepreneur, en fait, vous êtes obligé de le rembourser ou soit de le rembourser ou de le remplacer par un autre bien équivalent. Et vous ne pouvez pas vous dégager, en fait, de vos responsabilités par rapport à ça. Vous pouvez aussi vendre des garanties additionnelles. On a tous acheté quelque part chez Best Buy, Future Shop, où ils vous offraient des garanties additionnelles. Vous êtes obligé, si vous le faites, des garanties additionnelles qui sont payantes. Si vous le faites, vous êtes obligé d'indiquer au consommateur, en premier lieu, qu'il y a la garantie du fournisseur, du fabricant qui s'applique et la garantie légale, et qu'ils sont libres ou non d'acheter la garantie payante. Au niveau des... Là, je vois le temps qui file, je vais accélérer un petit peu. Au niveau des retours, vous n'êtes pas obligé d'accepter les retours de biens, à moins que le bien soit brisé ou que ça ne soit pas le bon bien. Donc, vous pouvez l'indiquer dans votre politique de retour. C'est non remboursable, peu importe le produit, en fait, en autant que vous l'indiquiez. Ensuite, retour en cas de bris, j'en ai parlé, c'est si effectivement le bien arrive endommagé. Là, c'est à vous à voir, est-ce que c'est la faute, admettons, du service de livraison ou c'est la faute de votre distributeur? Bon, à voir. Il y a plusieurs politiques dans la loi qui indiquent comment annuler un contrat. Si le bien n'est pas livré dans les 30 jours, soit de l'achat ou soit du moment où vous aviez dit qu'il serait livré, le consommateur peut exiger l'annulation du contrat. S'il n'a pas reçu le contrat, s'il n'a pas reçu le contrat, donc si vous n'avez pas envoyé un courriel de confirmation, il pourrait exiger l'annulation de la vente. Donc, il y a un paquet de trucs comme ça qui sont prévus dans la loi qui vous mettent comme entrepreneur un petit peu à risque, évidemment. Pour terminer, les pratiques interdites, si vous vendez des services sur Internet et vous dites, ben voici, le premier mois, c'est gratuit, mais après ça, je te charge 30 $ par mois, on ne peut pas le faire sans aviser le consommateur de cette pratique-là et surtout sans que le consommateur l'ait accepté d'une façon positive. Donc, le consommateur doit cliquer quelque part, oui, je comprends que je vais être facturé après, parce que sinon, vous n'aurez pas de preuve que le consommateur a vraiment accepté. Si vous offrez des biens en rabais, mais que vous n'en avez pas en quantité suffisante, il faut indiquer, et je pense à certains circulaires, on va dire, bien, tel produit est en rabais, admettons, mais on en a seulement 50. Ça correspond effectivement parfaitement à la LPC. Si, par contre, vous indiquez un bien en rabais, admettons, vous vendez un micro, mais vous en avez juste 5 en rabais, puis après ça, on est en rupture de stock, vous allez pouvoir, en fait, vous allez devoir probablement être obligé soit de donner au consommateur qui l'exige un bien équivalent pour le même prix, ou sinon de lui donner une espèce de papier qui dit qu'il peut revenir là, pour obtenir le bien lorsque les inventaires seront renfloués. C'est interdit de marquer sur vos sites Web qu'il n'y a pas de TPS-TVQ alors que les biens sont chargeables. Toutes les promotions qui disent pas de TPS-TVQ en fin de semaine, c'est illégal. Ceci dit, vous pouvez indiquer, donner un rabais équivalent de 15,56 %, mais indiquer sur votre site Web, nous payons pour vous la TPS-TVQ. TPS-TVQ inclus dans le prix, ça, il n'y a aucun souci. Mais on ne peut pas faire croire au public qu'il n'y aura pas de taxe sur un bien qui est taxable. Est-ce que vous avez des questions? Oui, madame? Quand vous dites gratuit, c'est les plus, je peux bien comprendre
C'est pas, je vous dirais, c'est pas un crime, c'est pas conforme à la loi. Donc, votre question, c'était pour ceux qui n'ont pas entendu, si vous offriez un bien gratuitement et tout d'un coup, ben, vous changez un petit peu votre modèle d'affaires et vous offrez le bien gratuitement de nouveau, mais après une certaine période, vous le faites payer. En fait, la meilleure pratique, je vous dirais, c'est probablement d'informer vos consommateurs que vous êtes en train de changer votre modèle et d'obtenir une action positive de leur part à l'effet qu'ils acceptent cette modification-là. On peut présumer que si vous offriez le bien gratuitement ou le service gratuitement, peut-être que vous n'aviez pas la carte de crédit dans vos données. Mais si vous l'aviez effectivement, allez toujours chercher une confirmation. C'est votre meilleure preuve que vous n'êtes pas en infraction de la loi. Monsieur, vous avez une question? Oui, moi, je vends des livres et c'est un publisher américain. Oui. C'est les lois américaines qui s'appliquent pour ce vendeur-là. Et je ne paye pas les taxes parce que le publisher ne les demande pas. Oui. C'est une très bonne question. Monsieur parle de la question des taxes s'il s'approvisionne auprès d'un fournisseur américain qui ne lui charge pas de taxes. Je vous dirais que dans le domaine du livre, ça peut être traité de façon particulière. Sur le web, vous, par contre, comme entreprise canadienne, vous avez fort probablement une obligation de charger des taxes, même si votre fournisseur ne vous charge pas de taxes. Ça, je vous conseille de vérifier avec un fiscaliste pour vous assurer qu'il n'y a pas de problématique à cet effet-là. Il y avait une autre question, une dernière, pour terminer? Mm-hmm. Oui, je m'excuse, j'entends très mal, mais je pense que votre question, c'est si, admettons, on offre des cartes de fidélité, que le dernier article est gratuit après, admettons, 20 achats. Ça, il n'y a pas de souci. Il faut le mettre clairement dans vos conditions de vente de votre site Web. Ça fonctionne. En fait, cette problématique-là est vraiment particulière aux espèces de services récurrents. Là. Il y a plein de compagnies, admettons, qui vendent des souliers, qui vendent des vêtements. On paye ou on obtient le bien gratuitement le premier mois, puis après ça, ils nous chargent sur la carte de crédit. C'est correct, en autant qu'un consommateur puisse résilier le contrat éventuellement. On me fait signe qu'il faut absolument passer à l'autre sujet. Donc, l'autre sujet, ce sont les concours publicitaires. J'imagine que certains d'entre vous vont vouloir mousser leur marketing en faisant des concours sur Internet. Et c'est tout à fait normal et c'est légal. Ceci dit, c'est encadré de par la loi. Au Québec, il y a plusieurs lois qui s'appliquent aux concours publicitaires, mais notamment les deux plus importantes, c'est la loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, que vous pourrez lire avant de vous coucher, c'est palpitant, et aussi les règles sur les concours publicitaires. Il y a d'autres lois aussi qui s'appliquent, notamment le Code criminel. Il est interdit au Canada de faire des tirages. Vous allez voir, souvent, s'il y a des tirages, en fait, la façon de vous assurer que vous n'êtes pas dans l'illégalité, c'est qu'on ne veut pas se retrouver dans des systèmes là, justement de loterie illégale qui contreviendraient à l'Auto-Québec, admettons, là, ou des trucs comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on demande souvent des questions d'habileté mathématique et qu'on va indiquer parfois aucun achat n'est requis, mais voici, si vous gagnez, vous devez répondre à telle question, qui doit être une question, c'est pas 2 plus 2, il faut que ça soit un petit peu plus élaboré, mais quand même facilement accessible pour le commun des mortels. Ceci dit, des concours, ça, il n'y a aucun souci, mais c'est régi par certaines lois, on va le voir. En plus des lois applicables, il y a aussi les règlements des réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram ont tous des conditions à respecter si vous faites des concours sur leur site Web. Par exemple, Facebook, si vous faites un concours, ça doit apparaître sur une page, donc pas sur un profil d'un individu, mais vraiment sur une page. Vous ne pouvez pas publier le concours sur les pages individuelles de gens qui vous suivent, admettons. Il faut que les gens puissent cliquer, ils peuvent le voir dans leur fil d'actualité, mais vous ne pouvez pas aller poster le concours sur la page, vous ne pouvez pas taguer les gens dans le concours, c'est complètement illégal. Ensuite, Twitter, c'est pareil, ils ont des règles là, quand même pour les concours. Si vous faites le même... Twitter est assez... en fait, Facebook est plus restrictif que Twitter, mais Twitter a quand même des règles. Vous ne pouvez pas reposter 2 fois le même tweet pour tout, mais surtout pour les concours, parce que je pense qu'ils ne veulent pas polluer la toile Twitter avec exactement les mêmes tweets tout le temps. Là, ils veulent une espèce de renouveau. Donc, je vous incite à aller voir sur les sites web même de ces compagnies-là quelles sont les règles pour vos concours. À défaut de respecter ces règles-là, les Facebook, Twitter et Instagram de ce monde vont dire qu'ils vont fermer vos pages. Donc, vous perdez aussi vos abonnés, c'est quand même dommage. Donc, comment ça fonctionne? Au Québec,
si vous annoncez un concours sur votre site web ou ailleurs, en fait, là, que ce soit web ou ici ce matin, si la valeur du bien est moins de 100 $, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas d'avis à envoyer, c'est assez léger. Si la valeur des biens que vous remettez est de 100 $ à 2000 $, à ce moment-là, vous devez envoyer un avis à la Régie des alcools, des courses et des jeux. Vous avez un certain délai pour le faire. Et je vous incite à le faire parce que les pénalités sont quand même importantes et pas agréables à payer si vous ne le faites pas. Ceci dit, entre 100 et 2000 $, c'est assez léger. Donc, vous envoyez un avis que vous êtes en train de faire le concours. Vous avez évidemment des règlements à rédiger. Je vais vous en reparler après. Mais c'est pas mal ça. Dans certaines exceptions, on va vous demander un cautionnement, mais c'est plutôt rare. Par contre, lorsque les biens que vous vendez sont de plus de 2000 $, pas que vous vendez, mais que vous faites tirer, sont de plus de 2000 $, là, ça devient une autre affaire. Premièrement, il faut envoyer un avis au préalable à la Régie des alcools, des courses et des jeux. Il faut aussi envoyer au préalable les règlements que vous avez rédigés pour le concours pour que la Régie puisse les regarder et voir si c'est conforme à leurs exigences. Ensuite de ça, vous devez aussi envoyer au préalable la publicité de votre concours. Donc, est-ce que vous allez mettre sur Facebook, sur Twitter? Est-ce que vous allez faire des imprimés dans des magazines? Il faut l'envoyer aussi. Ensuite de ça, si vous faites tirer un bien de 5 000 $, d'une valeur de 5 000 $ et plus, ou plusieurs biens qui ont une valeur de 20 000 $ ensemble, on va vous demander aussi un cautionnement sous forme de soit de lettre de garantie bancaire ou, ça peut être différents types de cautionnement, souvent auprès des banques, en fait, pour vous assurer que vous avez l'argent dans votre compte quelque part si jamais vous ne faites pas effectivement tirer les biens. On doit aussi, si c'est plus que 2 000 $, envoyer un rapport après à la Régie des alcools, des courses et des jeux en indiquant qui est allé réclamer le prix, qui ne l'a pas réclamé, qu'est-ce que vous avez fait comme démarche pour vous assurer que les gens allaient réclamer les prix. Donc, comme on peut voir, c'est quand même un peu plus lourd. Ensuite de ça, ce n'est pas fini. Vous avez des frais à payer à la Régie des alcools, des courses et des jeux pour les concours que vous allez faire. Dès que le bien a une valeur de 100 $ et plus que vous faites tirer, si vous annoncez le concours seulement au Québec, il y a 10 % de la valeur du bien qui doit être payée sous forme de permis, en fait, à la Régie. Si vous annoncez votre concours au Québec et ailleurs au Canada, à ce moment-là, c'est 3 % de la valeur. Si c'est au Québec, au Canada et partout ailleurs dans le monde, à ce moment-là, c'est 0,5 % de la valeur. Là, vous allez me dire, je vais l'annoncer partout au monde, ça fait du sens. Oui et non, évidemment, le législateur a pensé à ça. Et si vous annoncez un bien, admettons, qui est en vente uniquement en Beauce ou un cours de yoga qui est offert seulement à, je sais pas, dans le Grand Nord, si vous l'annoncez partout au monde, ça ne fait pas de sens. Donc, la Régie va voir clair dans votre jeu et va vous réclamer à ce moment-là le 10 % et non le 0,5 %. La façon d'arrimer ça, en fait, c'est dans vos termes et conditions ou vos règlements du concours, vous allez indiquer à qui s'adresse le concours exactement. Et là, vous comprendrez que c'est pour ça que certains concours s'adressent à tout le monde au Canada, sauf aux résidents du Québec. C'est à cause de ça. Qu'est-ce que vous devez mettre dans vos règlements de concours? Premièrement, évidemment, les conditions générales. Est-ce que vous devez avoir 18 ans et plus? Ce qui est toujours une bonne affaire parce que c'est toujours un peu plus compliqué d'obtenir les consentements des gens de 13 ans et plus. Là, je vous épargne ça. Ensuite de ça, si jamais vous faites un concours, admettons, sur Instagram et vous dites « Envoyez-nous vos images de vous mangeant notre beigne », il faut mettre dans les conditions du concours que les gens comprennent que vous avez le droit de réutiliser leur image. Frédéric a parlé tantôt du droit à l'image. C'est un peu ça. Ensuite, est-ce qu'ils vous donnent une licence d'utilisation de leurs photos ou de leurs œuvres ou de leurs poèmes qu'ils ont rédigés en pensant à votre beigne? Donc ça, il faut l'indiquer dans le règlement aussi. Et ensuite, on va marquer quelles sont les lois applicables. Donc, ça va être les lois applicables, évidemment, au Québec et au Canada. C'est important de le mettre si jamais quelqu'un se plaint de votre concours puis qui est situé aux États-Unis. À tout le moins, on va dire ça s'adressait aux résidents du Canada ou aux résidents du Québec et c'est la loi applicable du Québec et du Canada qui s'applique. Voilà. Donc, en résumé, c'est... Oh, excusez-moi. Bon, c'est la catastrophe. Je vais gérer ça. Donc, en résumé, pour les concours... prévoyez-le à l'avance, en fait. Prévoyez-le à l'avance. Je vous dirais un bon 1 mois d'avance pour vous assurer, puis même peut-être plus, pour vous assurer de répondre à toutes les exigences de la Régie de l'alcool, des courses et des jeux et aussi des exigences de Facebook, Twitter, Instagram et autres si vous le faites sur des réseaux sociaux. Oui, vous avez des questions? Moi, je voulais demander si, mettons, c'est par l'entremet. OK.
Si, mettons, le concours, il se fait par l'entremise d'une web série, bon, ben les critères, c'est-tu semblable ou... Ça va être la même chose. Oui? OK. Puis ça coûte-tu plus cher vu que c'est à l'international ou des trucs de même? Ben, si c'est un concours qui se donne... Ah, je vais prendre le micro. Merci. si c'est un concours qui est offert à travers le monde, à ce moment-là, ça va être le 0,5 % du prix qui va devoir être payé à la Régie des alcools, des courses et des jeux. Mais de votre côté, c'est sûr qu'il y a peut-être, dépendamment du bien que vous faites tirer, il y a peut-être des frais plus importants aussi de livraison du bien. Tu sais, si quelqu'un l'achète en Australie, dépendamment de ce que vous faites tirer, effectivement, ça peut avoir un impact, là. Puis si, mettons, c'est fait à partir, mettons, exemple, c'est un exemple que je donne, de ma plateforme numérique, mettons. Ouais. À ce moment-là, vous n'aurez pas de frais de livraison, mais vous êtes quand même soumis à toutes les dispositions. En fait, du fait que vous soyez vous-même au Québec et que ça s'adresse à des résidents du Québec et ailleurs dans le monde, vous êtes soumis à toutes ces lois-là dont j'ai parlé tout à l'heure. Merci. Il y avait d'autres questions? Oui, madame? Admettons, 5 prix différents, dont la totalité donne 125 $. Est-ce qu'il doit y avoir des frais? Est-ce que ces frais-là seraient plutôt facturés au diffuseur, admettons, à la plateforme web, ou à celui qui propose le prix? Bien, théoriquement, ça serait... Là, on me demandait s'il y a plusieurs prix qui totalisent, admettons, 125 $. Bien, s'il y a plusieurs prix qui totalisent 125 $, on rentre dans la deuxième catégorie. Donc, des biens tirés entre 100 et 2000 $. Au niveau de la responsabilité, ça va être l'organisateur du concours habituellement. Après, c'est de vous organiser entre vous. Là, est-ce que qui paie les frais? Est-ce que c'est le diffuseur? Est-ce que c'est la plateforme? Ça, c'est à voir. Madame, vous avez une question? Vous parliez tout à l'heure qu'on n'a pas le droit de faire des tirages qui mettent une question mathématique ou quelque chose. Est-ce que ça s'applique aussi au moins de 100 $ ou ça, on peut à ce moment-là y aller avec le hasard? Madame me demande si, dans le cas des tirages, on peut faire des tirages aléatoires de moins de 100 $. Les règles des tirages, peu importe le montant, on n'est pas supposé d'en faire. Donc, le Code criminel ne prévoit pas de minimum. Ceci dit, faites toujours... Assurez-vous, en fait, soit que les gens doivent faire une action positive, soit doivent répondre à une question mathématique, soit que c'est assorti à des règles. Entre les deux, privilégiez plus le concours que le tirage aléatoire comme ça, là. Je vais laisser maintenant la parole à mon collègue Frédéric qui va vous parler de collecte des informations privées. Voilà. Merci. Vous allez voir, c'est tout aussi fascinant que les concours. Vie privée, collecte de données. Si vous avez lu les journaux ou écouté la radio ou le web ou ce que vous voulez, comment vous alimentez, vous avez certainement constaté que Facebook risque de se faire poursuivre de façon importante pour avoir permis, autorisé, ne pas avoir autorisé, mais fait en sorte que Analytica, cette société anglaise, qui aurait donc utilisé illégalement des données collectées par Facebook pour notamment influencer le vote américain. Okay? Donc, Facebook est dans l'eau chaude. Facebook est dans l'eau chaude également au Canada parce que la Commission de la protection des renseignements personnels au Canada s'intéresse grandement à cette question. Je n'ai pas besoin de vous dire que la question des données personnelles est fondamentale. On entend parler d'intelligence artificielle, on entend parler de big data, de métadonnées, on entend parler de plus en plus de connexion des choses à l'Internet des objets et autres. Quel est le plus petit dénominateur commun de tout ça? Ce sont les données, notamment les données personnelles. Okay? Donc, nous devons, comme entrepreneurs, vous, nous et tous les autres, porter une attention très particulière à ce genre d'informations. La plupart des pays ont des lois qui traitent de ces questions-là. Okay? Au Canada, on en a une, et une des raisons pour lesquelles on aborde la question des données aujourd'hui, c'est qu'en Europe, tout prochainement, au mois de mai, il y a une loi excessivement sévère qui va être adoptée par les différents pays membres de l'Union européenne et qui pourrait avoir un impact direct sur vous si vous avez des clients européens sur vos plateformes. Commençons donc par le Canada.
il y a plusieurs années, donc, le Canada a adopté la loi sur la protection des renseignements personnels et documents électroniques. Cette loi vous oblige à, si vous collectez des données personnelles, c'est quoi une donnée personnelle? C'est une donnée qui, je fais court, permet d'identifier quelqu'un. Le nom, l'adresse, le numéro de route d'assurance sociale, un permis de conduire, évidemment un passeport, date de naissance, groupe sanguin, situation médicale, etc. Okay? Versus un formulaire qui dirait homme, grande région de Montréal, entre 25 et 35 ans. Okay? Ça, ce ne serait pas une donnée protégée par la loi. Par contre, Frédéric Letendre, habitant dans la grande région de Montréal, entre 25 et 28 ans, ça serait des données personnelles. Okay? Donc, la loi s'appliquerait. Si vous collectez ce genre de données, donc, sur vos plateformes, vous prenez le nom de vos clients, leur courriel, peut-être une adresse, peut-être un numéro de carte de crédit, si vous prenez leur âge, si vous prenez un paquet de données comme cela, vous êtes obligé de faire quelque chose avec ces données. Vous devez avertir les gens que vous collectez les données. Vous devez indiquer aux gens ce que vous faites avec ces données-là. Vous devez avoir des moyens à l'interne pour que si quelqu'un fait la demande, vous allez rapidement retirer ces données-là de vos serveurs ou vos bases de données, peu importe. Et ça, c'est impératif. Okay? Il y a des moyens de contourner ça. Par exemple, au lieu de prendre directement le numéro de carte de crédit de quelqu'un, bien, vous engagez ou vous utilisez des plateformes de paiement, PayPal ou autres, qui, eux, vont s'occuper du traitement du paiement. Donc, vous ne serez jamais en contact avec le numéro de carte de crédit, par exemple. Okay? Mais à partir du moment où vous avez le prénom, le nom de famille, l'adresse puis l'âge de quelqu'un, cette loi-là s'applique à vous. Si vous vendez à l'extérieur du Québec, donc au Québec et à l'extérieur, c'est la loi canadienne qui s'applique. Si vous ne vendez qu'au Québec, c'est la loi québécoise qui s'applique. Okay? Je ne m'étendrai pas sur le sujet. Je vous invite fortement à aller voir le site du Commissariat à la vie privée du Canada. Okay? Il y a une super trousse pour les entrepreneurs, trousse d'informations. Allez voir. Le moindrement que vous donc, collectez ces données-là, vous êtes obligé à différents mécanismes. Okay? Et c'est fondamental. C'est le genre de truc qui peut vous créer des problèmes pour votre entreprise puis personnellement. Maintenant, je vais inviter Maude. On va prendre les questions après. On reste dans le même sujet, mais là, on passe en Europe. On va prendre les questions à la fin. Donc, Frédéric en a parlé rapidement au mois de mai prochain. Je vais mettre ici. Oui. Au mois de mai prochain, en Europe, va être instauré le GDPR, qui est le General Data Protection Regulation, qui va s'appliquer essentiellement aux entreprises qui sont situées en Europe ou aux entreprises étrangères qui vendent des biens en Europe. Donc, vous, comme entreprise québécoise, possiblement qu'il y a des... on ne sait jamais, hein, quand on commence à faire du commerce électronique, d'où vont venir nos consommateurs. Donc, à partir du moment où quelqu'un achète vos biens et il est situé, admettons, en France, bien, vous allez être lié vous-même par cette loi-là. Il y a différentes façons de contrôler ça. Vous pouvez dire que vous ne livrez pas à l'extérieur du Canada ou, bon, que votre site Web est assujetti uniquement aux résidents du Canada, admettons. Mais ceci dit, à partir du moment où vous vendez à l'extérieur du Canada, en Europe, et que vous obtenez des données de ces gens-là, ce qui nécessairement vous allez obtenir parce qu'ils vont remplir un formulaire d'achat de vos biens, vous êtes liés. Comment ça fonctionne? C'est que, à l'inverse du Canada, au Canada, vous allez voir dans la plupart des sites Web, il va y avoir des privacy policies, donc des politiques de confidentialité, politiques de vie privée qui vont être sur le site Web. Théoriquement, lorsqu'on visite un site Web, on est supposé automatiquement de lire ces conditions-là et on est automatiquement lié par ces conditions-là. Si on ne le lit pas, c'est notre problème. Ceci dit, la meilleure pratique, je vous dis, c'est pas ça, c'est de faire accepter avec un petit clic les consommateurs. Mais en Europe, il faut absolument, si vous récoltez des données, que le consommateur l'ait accepté justement en cliquant, qui était conscient que vous acceptiez la récolte de ces données. Ensuite de ça, le consommateur en Europe va pouvoir exiger d'avoir accès à son dossier, donc pourrait vous appeler en disant, bien voici, je veux voir toutes les informations que tu as sur moi.
Et vous devez leur donner dans un format qui est intelligible. Si on fait sortir nos données de certains sites là, pour voir qu'est-ce qu'ils ont sur nous, des fois, ça peut être gros comme ça, puis on comprend absolument rien, c'est presque du code. Là, il faut que ça sorte sous forme peut-être de formulaire ou un format vraiment qui est compréhensible pour le commun des mortels. Ensuite de ça, les consommateurs européens ont un droit à l'oubli. Donc, ils pourraient exiger que vous effaciez toutes les données que vous détenez sur eux. Bon, évidemment, il y a des exceptions, mais le concept, c'est que si quelqu'un vous exige d'enlever des données, vous devez être en mesure de le faire. Là, vous me dites, bien, ça va, mais ça dépend comment vos données sont classées. Donc, pensez à organiser peut-être vos bases de données de façon à ce que vous puissiez effectivement effacer les traces. Si la loi n'est pas respectée, en Europe, les pénalités sont excessivement élevées. Pour une première offense, on peut parler d'un 10 millions d'euros. Deuxième offense, c'est plus 20 millions d'euros. On peut comprendre que ça va mettre nos compagnies en faillite ici au Canada. Donc, présumez pas, parce que vous avez des politiques de confidentialité au Canada, au Québec, que ça satisfait aux critères de l'Europe. Ce n'est pas le cas, là. Il va falloir quand même faire une adaptation de vos politiques pour correspondre aux critères de la loi européenne. Voilà. Il y avait des questions dans la salle. Oui, Madame dans le fond, puis ensuite on va s'approcher ici. Commissariat à la vie privée du Canada, c'est ça? Hein? Pour la trousse d'entrepreneurs. Oui. Oui. La question, c'est lorsqu'il y a des concours publicitaires, est-ce qu'on doit soumettre des preuves que le concours s'adresse à des gens juste au Québec ou à l'extérieur du Canada? Dépendamment du prix que vous faites tirer, de toute façon, si c'est un prix de 2 000 et plus, vous devez soumettre les règlements à la Régie des alcools, des courses et des jeux. Donc oui, ils vont le voir dans vos règlements que ça s'adresse à des gens un peu partout au monde. Si c'est moins de 100 il n'y a pas de souci. Mais je vous dirais, tu sais, votre principal danger, souvent, c'est votre concurrent. Hein? Vos concurrents vous regardent de près. S'ils voient que vous ne répondez pas à la loi, c'est plutôt vos concurrents qui vont vous dénoncer. Ça peut être vos consommateurs aussi, mais prenez pas pour acquis que parce que vous êtes gentil et vous faites tirer des biens que ça va bien aller. Les frais, là, je vous réfère, on pourra vous envoyer, si vous voulez, le PowerPoint après pour que vous ayez vraiment le détail des frais. Il y avait d'autres questions? Oui? C'est ma vie privée que tu diffuses, je veux le contrôle de ce que tu vas dire, et puis ça prend de plus en plus de place. Est-ce qu'il y a quand même une règle où on peut dire, vous nous l'avez donné, l'autorisation, maintenant, vivez avec. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous permet à un moment donné d'utiliser la vie privée des gens une fois qu'on a eu un accord? Bien, il y a deux aspects dans votre question. Il y a l'aspect des journalistes, puis ça, on ne l'abordera pas parce qu'effectivement, c'est particulier au journalisme. Ceci dit, est-ce que, comme entreprise, vous pouvez effectivement utiliser des données personnelles? Bien, à partir du moment où le consommateur a cliqué « oui », au Québec, on n'a pas ça, le droit à l'oubli. Ils l'ont en Europe, mais au Québec, à partir du moment où les gens ont cliqué « oui », ils peuvent obtenir la copie de leur dossier, ils peuvent s'opposer à des données qui sont fausses. Mais vous pouvez théoriquement les utiliser dans le cadre que vous avez, pour lequel vous avez obtenu leur consentement, oui. Oui, madame? Ma question, c'était par rapport justement à ces lois européennes. Moi, ma boutique en ligne, je l'ai limitée au Canada justement pour me protéger. Les gens peuvent laisser des commentaires sur mon site web. Les commentaires, ça, je ne pense pas qu'ils ont pu les géolocaliser. Il faudrait à ce moment-là que je me conforme à la loi européenne. Parce que les gens s'identifient avec leur nom à des courriels obligatoirement. Oui, pour ceux qui n'ont pas entendu, la question, c'est si on vend uniquement des consommateurs québécois ou canadiens et qu'il y a des Européens qui font des commentaires sur le site, est-ce qu'on est soumis à cette loi-là? Bien, si vous ne récoltez pas les données, il n'y a pas de souci. Si vous récoltez les données de ces personnes-là qui font des commentaires qui proviennent de l'Europe, puis vous utilisez les données, effectivement, là, vous allez être soumis à la loi. Mais s'ils me donnent, il faut que leur nom, c'est du collectif, parce que je trouve leur prénom, techniquement, mais il y a des gens qui laissent leur nom complet, adresse courriel. C'est une loi qui est pas encore en application. Hein. Il va falloir voir à quel point l'application va être sévère, puis c'est le web. Il y a une limite à ce qui peut être encadré aussi. Donc, peut-être que dans 2 ans, je vais pouvoir vous répondre avec certitude, mais aujourd'hui, j'ai de la difficulté à être claire avec ma réponse. Merci. D'autres questions?
Merveilleux. Donc, il nous reste une dizaine de minutes avant la prochaine conférence. On va donc parler de protection de votre présence sur le web. Et là, on a mélangé... merci. On a mélangé un paquet de concepts, toutes sortes de cas qui nous sont arrivés dans le passé et on voulait vous partager donc cette expérience-là. Premièrement, votre entreprise a un nom. C'est le nom de votre entreprise. Chez nous, c'est Ulex, avocat et stratège, société en nom collectif à responsabilité limitée. Super sexy. Cependant, le nom qu'on fait connaître, c'est Ulex. Et pour un certain programme, comme ici, c'est Zone Startup avec le même logo que j'ai dans ma signature de bureau. Donc, ici, j'ai une marque de commerce. Okay? Donc, j'associe un signe distinctif à un produit ou un service, indépendamment de la société. Pensez au logo de Adidas. Le vrai nom de la société d'Adidas est long comme ça, mais ce qu'on voit sur les chandails, les shirts, les souliers et compagnie, c'est ce logo-ci. Star Wars, la même chose. Okay, Star Wars qui est maintenant la propriété de Walt Disney, qui a probablement un nom long comme ça aussi. Donc ici, on a une marque de commerce qui est associée à des produits et des services. Donc des jouets, des services de divertissement et autres. Ça n'a rien à voir avec le nom du propriétaire qui est Walt Disney, peu importe. Les jus Fruitopia, donc Fruitopia est un produit, est un jus, qui est la propriété de Coca-Cola Company Limited. Et donc, le nom de la société n'a rien à voir avec le produit. Okay? Au Canada, en matière de marque de commerce, on n'a pas besoin d'enregistrer notre marque pour qu'elle existe. Donc, vous pourriez avoir des produits ou des services qui portent un nom différent de votre nom de société. Vous les faites connaître sous ce nom-là. Ce serait pour le Canada une marque de commerce. Okay? On est dans un pays de droit anglais. On permet donc un usage de la marque sans un enregistrement. En Europe continentale, on parlait de l'Europe tout à l'heure, les pays plutôt latins, France, Belgique et compagnie, il faut enregistrer la marque pour qu'elle soit valide. Bon. Où est-ce que je m'en vais avec tout ça? Une façon de protéger donc vos produits et vos services, le nom de vos produits, la distinctivité de vos produits et services, c'est d'avoir une marque de commerce qui est associée. Okay? Donc, vous allez pouvoir défendre ce nom de produit ou de service-là vis-à-vis les tiers. Deuxièmement, dans les critères d'arbitrage de nom de domaine, si jamais vous voulez contester l'utilisation d'un nom de domaine par un tiers, vous trouvez que ce nom-là est trop proche du vôtre ou qu'il copie carrément votre site Web, un des critères pour pouvoir aller reprendre ou empêcher un tiers d'utiliser votre nom de domaine, c'est d'avoir une marque de commerce. Donc, ça serait un premier réflexe. Okay? Donc, pensez marque de commerce pour protéger vos biens et services sur le web. Deuxièmement, votre nom de domaine ou vos noms de domaine. Ce qu'on recommande généralement, c'est d'avoir pour une même entreprise plusieurs noms de domaine qui vont correspondre à le nom des différents produits et services et le nom de la société ou les noms de la société. Une société peut faire affaire sous différents noms. Okay? Et un même nom de domaine peut être utilisé avec plusieurs extensions. .net, .com, .co, peu importe. Et vous les faites tous pointer sur votre site Web. Pourquoi? Pour empêcher que d'autres prennent des noms de domaine qui ressemblent aux vôtres et se fassent passer pour vous. OK? Donc, vous pourriez avoir 5, 10, 15 noms de domaine qui vont pointer vers le même site Web ou même si vous avez des sous-sections, bien, le nom d'un produit, produit.com, machin, va pointer dans votre site Web sur la page du produit où vous voulez amener les gens. Mais ce n'est pas une mauvaise idée d'avoir plusieurs noms de domaine pour votre entreprise. Okay? Vous installez donc des mines antipersonnelles tout le tour de votre site Web, en gros. Okay? Enfin, médias sociaux et autres plateformes. Lorsque vous cherchez, vous le savez, c'est difficile de trouver un nom d'entreprise, c'est dur de trouver un nom de produit ou un nom de service, des bons noms, un bon logo. C'est plate,
de ne pas pouvoir les utiliser. Donc, vous pourriez avoir une marque de commerce, vous pourriez avoir votre nom d'entreprise associé à vos produits ou services, et c'est arrivé à un de nos clients récemment, ne pas pouvoir l'utiliser sur le App Store, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il a tardé à réserver le nom de son produit sur le App Store et quelqu'un d'autre qui, par ailleurs, ne l'utilise même pas encore, a réservé ce nom-là. Donc, notre client sur un territoire donné ne peut pas utiliser le nom de son produit phare sur le App Store. Okay? Et App Store, je ne veux pas utiliser spécifiquement cet exemple-là, mais App Store, comme plusieurs autres, est divisé par région. Donc, dans 5 des 6 régions, il y a son nom de produit, comme tout le monde le connaît, qui correspond à ses marques de commerce et tout. Et dans la 6e région, quelqu'un est allé réserver son nom avant lui. Okay? Donc, pensez à ça. Lorsque, dépendant comment vous allez vouloir commercialiser vos produits et services, quelle présence vous voulez sur le web, assurez-vous de voir sur les plateformes, les Facebook, les LinkedIn, Instagram, peu importe, les différentes boutiques, Amazon et compagnie, est-ce que vous pouvez utiliser votre nom ou le nom que vous comptiez utiliser? Est-ce qu'il est disponible? Y a-t-il des règles particulières? À l'inverse, si quelqu'un utilise votre image, votre nom, votre marque de commerce et autres, et tente de se faire passer pour vous sur les médias sociaux, Facebook et autres, là, il y a quand même des conditions d'utilisation pour chacune de ces plateformes-là qui vous permettent de faire fermer ces pages-là, et ça, on le fait régulièrement pour des clients. Donc, on a eu un cas récemment où, en fait, 2 cas de figure, un ex-employé n'était pas content, est allé ouvrir une page Facebook d'entreprise qui ressemblait étrangement à celle de son ex-employeur. Bien, on l'a fait fermer. Okay? C'était clair que c'était pour détourner illégalement de la clientèle. Un employé, un ex-employé d'un de nos clients a rajouté un paquet d'informations sur sa page LinkedIn concernant l'entreprise, un paquet de choses qu'il n'a jamais faites dans l'entreprise, qu'il disait faire sur son LinkedIn. On a fait radier ces informations-là. C'est important de surveiller sur le web qu'est-ce qu'on dit de vous, comment vous êtes présent. Il faut protéger son image, il faut protéger sa présence. Donc, n'hésitez pas. Quand j'ai commencé à faire du web, 94, 95 à peu près, ces règles-là n'existaient pas. C'était le Far West. Maintenant, les plateformes sérieuses vous épaulent dans vos démarches à partir du moment où vous pouvez démontrer que vous avez un droit de propriété intellectuelle, droit d'auteur. On a parlé de photos et d'images plus tôt aujourd'hui. Donc, si vous pouvez démontrer que vous êtes propriétaire d'une marque ou d'un droit d'auteur, ils vont vous accompagner. Si vous pouvez démontrer que B est en train de copier la page Facebook de A, on peut faire retirer la page. Mais vous devez être proactif. Il n'y a personne qui va le faire à votre place. OK? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur. Oui, moi, je voulais demander si, mettons, moi, j'ai travaillé à un endroit, puis que là, j'ai décidé de devenir un entrepreneur. Oui. Est-ce que j'ai le droit de donner comme référence, c'est que je suis là, mais là, maintenant, je suis rendu là? Ben, oui et non. Ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de comment, ça va dépendre de qui. Est-ce qu'il y a des clauses de non-concurrence, non-sollicitation? Est-ce que vous avez des dispositions dans votre contrat d'emploi qui vous le permettent et qui vous l'interdisent? Il faut voir dans quel contexte. Si, mettons, on parle, mettons, aussi de c'est comme un nom qui est déjà connu, assimilé avec un autre nom. Oui. Comme les Dollarama, mettons. Oui. Bon, ben, tu as $, il y en a une Oui. quantité industrielle. Bon, ben, c'est... Si, mettons, moi, je suis pogné de même là, dans ce cas-là. Oui. La question, c'est si on veut utiliser un nom ou une marque de commerce qui est similaire à un nom ou une marque de commerce qui existe déjà, bien là, c'est du cas par cas. Il faut voir. Il y a quand même une grille d'analyse ou une certaine analyse qu'on doit faire, à savoir est-ce que les idées se ressemblent, est-ce que les noms, effectivement, se ressemblent, les logos, est-ce qu'on est dans le même secteur, est-ce qu'on vise la même clientèle, est-ce que c'est le même canal de distribution? Il y a quand même plusieurs questions. Oui? Moi, j'ai une question. Moi, on parle contre moi sur un site qui s'appelle Live. Je suis pas abonné à ce site-là. Il faudrait que je paye. OK. Donc, on a quelqu'un dans la salle qui
se fait en bon français bâcher sur un site duquel il n'est pas membre, c'est ça? Et là, il faudrait voir les conditions d'utilisation de ce site-là, dans quelle mesure ils doivent contrôler l'information qui est sur que les internautes peuvent laisser dans les commentaires et autres. Donc, il faudrait contacter directement le site. Attendez, j'ai des questions en arrière. Oui. Alors, un autre commerce qui a été protégé par le RIC, Oui. ça ne protège que aux Canadiens. C'est une excellente question. Donc, la protection d'une marque, ou en fait des droits de propriété intellectuelle au sens large, mais concentrons-nous sur marque de commerce. La protection d'une marque de commerce au Canada n'est valide qu'au Canada. Okay? Donc, la protection d'une marque de commerce n'est valide que sur le territoire ou les territoires sur lesquels on aura enregistré ou protégé la marque. Et là, je me permets d'ouvrir une parenthèse rapide parce que je vois le temps qui file. Le Canada va adhérer, ou en fait, on va intégrer dans notre loi bientôt, d'ici peut-être 2 ans, ce qu'on appelle le traité de Madrid. Le traité de Madrid, c'est un traité international en matière de marque de commerce qui fait en sorte qu'on peut déposer une marque en vertu du traité et être protégé dans un paquet de pays. Le jour où le Canada va adhérer à ça, il y a un paquet de gens qui vont pouvoir venir déposer au Canada très rapidement ou étendre leur marque au Canada. Et les marques canadiennes qui ne seraient pas enregistrées pourraient être dans le trouble. Donc, si vous utilisez aujourd'hui des marques de commerce qui ne sont pas enregistrées, vous pourriez éventuellement avoir certains litiges avec des gens que vous ne connaissez même pas, qui ne font pas encore affaire au Canada. OK? Oui. Il faut enregistrer dans chacun des pays ou groupe de pays. Par exemple, en Union européenne, on dépose pour l'Union au complet, ou si c'est plus ciblé, il y a des protections Benelux, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. Malheureusement, je vais devoir arrêter ici. Je vais être disponible pour des questions à la pause après la conférence d'Emmanuel Duchesne. Donc, voilà, Emmanuel Duchesne qui va commencer dans quelques instants. Et voilà. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci beaucoup.